ride, teach, inspire. This is the Dropping Next podcast brought to you by the Canadian Association of Snowboard Instructors. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Dropping Next podcast. Je suis Geneviève Piloteau et aujourd'hui, je suis accompagnée de deux invités bien impliqués au sein de notre association, Luc Bélanger et Manuela Oliveira Dorn. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de membres de la communauté de la CMS, soit d'enseigner dans une deuxième langue et aussi donc ce qui va avec les compétences de communication qui sont développées et évaluées dans nos certifications. Au Canada ainsi qu'à l'international, plusieurs moniteurs travaillent dans un environnement bilingue ou des fois même multilingue. Puis beaucoup d'eux enseignent dans une langue qui n'est pas forcément leur langue maternelle. Ça peut représenter des fois certains défis, comme on peut s'y attendre, mais c'est aussi une excellente occasion de développer des compétences d'enseignement qui sont solides. Puis dans cet épisode-là, on va s'attarder et on va explorer à comment la communication, la gestion de groupe, la rétroaction peuvent soutenir un enseignement qui est efficace et ce, peu importe la langue qu'on utilise dans nos formations, dans nos enseignements. Avant de plonger davantage dans le vif du sujet, j'aimerais ça prendre un petit moment pour vous présenter brièvement nos invités. Aujourd'hui, avec nous, on a la chance d'avoir Manuela, qui est aussi membre de notre conseil d'administration et qui représente la région de l'Alberta. Manuela est une monitrice d'expérience qui enseigne depuis plusieurs années, donc présentement en Alberta. Mais Manuela, peux-tu nous dire où tu as commencé à enseigner à J'ai l'origine? commencé à enseigner à l'origine à Toronto avec une petite école de ski Snowhawks et puis on faisait des pistes différentes. Il y avait aussi un groupe de Snowhawks à Ottawa et eux, ils faisaient des leçons en français et je voulais toujours voir est-ce qu'on pouvait faire des leçons en français à Toronto, mais il y avait pas vraiment la demande. Et maintenant en Alberta, j'ai la chance d'enseigner beaucoup en français et des fois même avec mon espagnol un peu cassé. Oui, je savais pas que tu enseignais beaucoup en français en ce moment, c'est cool. Mmh. Ça, c'est tu travailles pour l'école de glisse à Lake Louise? Donc, est-ce que tes clients francophones viennent beaucoup, du Canada ou d'un peu partout? Ah bah, en Clientèle, général, c'est des gens qui viennent de internationale? ouais, c'est plutôt l'international. J'ai des clients qui viennent du Mexique depuis des années. J'ai vu grandir ces garçons. Ça fait 13 ans maintenant que je suis avec Louise et ça fait 13 ans que j'enseigne une famille qui vient du Mexique. Il y avait personne qui pouvait leur parler en espagnol, mais ils pouvaient aussi parler en français. Ils allaient à l'école française à Mexico City et donc moi, avec mon français, j'ai pu les enseigner. Maintenant, ils font partie de la famille élargie de snowboard. Et on voit de plus en plus de gens qui viennent en Alberta de la France et il y en a toujours eu beaucoup du Québec, mais il y a de plus en plus de Français de France qui viennent et ouais, ça permet d'avoir des belles leçons en français, même au cœur de l'Alberta. Ah, c'est super, ça, c'est cool. Je suis contente d'entendre ça. Manuela, tu as récemment participé aux examens niveau 4 à Mont-Tremblant, puis tu as, entre autres, réussi ta portion formation des moniteurs, qui est une composante de la certification niveau 4. Fait que je veux prendre le temps de te féliciter aussi pour Oui. cette réussite-là. Puis, Oui. ce qui fait un lien direct avec notre sujet du jour, puisque tu étais inscrite dans le groupe en français, donc avec des candidats qui avaient différents niveaux de compréhension de la langue, ou est-ce qu'on a même dû appliquer un petit peu de traduction là, à travers, pardon, à travers la leçon, la session. Hem et puis, je trouvais donc que c'est ça, que c'était une belle opportunité là, de t'inviter à cette émission-là pour discuter des défis puis la réalité d'enseigner dans une langue qu'on maîtrise super bien, mais dans laquelle des fois on est parfois moins habitué à enseigner. Alors, je sais pas, Mmh. qu'est-ce que tu en penses? Ah beh, c'était vraiment ça a ajouté tellement à l'expérience de pouvoir faire ça avec une langue un peu différente et ça m'avait vraiment mis l'idée en tête de penser à la manière dont j'enseignais d'une manière plus simple
c'est un langage que j'utilise moins couramment quand j'enseigne et après aussi, ce que ça a fait, ça m'a introduit à des personnes avec lesquelles j'avais jamais fait du snow et avec lesquelles j'avais jamais fait d'interaction. Donc en étant dans le groupe francophone, et avec des personnes qui n'étaient pas francophones, on a vraiment vu le lien que le snow fait entre les gens. Parce que le mouvement, il y a pas de langage, c'est un mouvement, Mmh. c'est un langage en lui-même, le mouvement. Donc c'était vraiment beau de voir à quel point on pouvait, s'entendre et se comprendre même sans traduire et où on avait vraiment besoin de traduire et puis de faire des leçons à ce niveau technique en français, ça j'ai pas vraiment eu la chance de le faire très souvent, donc c'était vraiment un beau défi et j'ai eu beaucoup de chance de le faire avec un groupe vraiment génial, avec des personnes qui étaient là pour comprendre. Ah ben, c'est super, puis ça va être, vraiment utile pour faire, des liens par rapport au sujet dans lequel on va plonger parce que c'est une expérience qui est vraiment fraîche, dans ta tête. Donc, je suis vraiment Mmh. contente que tu aies accepté l'invitation de participer. Merci de Hem, m'inviter. ben, c'est vraiment cool. Alors, on a aussi avec nous Luc Bélanger, qui est notre gestionnaire des programmes pour la région du Québec et des provinces de l'Atlantique. Pas la première fois que Luc participe au Dropping Next podcast. D'ailleurs, comment traduirais-tu le Dropping Next, Luc? Oh my God, j'ai passé un bon moment. C'était pas avec toi ou avec Rob, on en a jasé comment traduire ça. Euh, Puis j'en suis pas venu à quelque chose qui était assez punché, peut-être. Mais je pense que toi et moi, on peut se pencher là-dessus un petit peu plus. Puis dans le futur, on va trouver une Voici. belle traduction ou un équivalent là, qui va amener parce que drop in next, c'est une référence à du langage qu'on utilise en snowboard. Mais, tu sais, en français, c'est souvent le cas, tu sais. On va utiliser des anglicismes un peu, surtout dans l'industrie. Tu sais, quand je dis, quand c'est mon tour de passer dans le parc, je vais juste faire, hey, drop in. Tu Je vas vais pas comme ça. dire, Ouais. «C'est à mon tour, j'y vais le prochain». Ouais. C'est ça, pour se faire C'est comprendre ça. rapidement puis avoir un petit impact, ben, tu sais, des fois, il faut utiliser un anglicisme comme ça, c'est notre réalité. Surtout moi, je suis dans l'ouest du Québec, donc c'est vraiment un mix, français-anglais en Outaouais, de ce côté-là. Mais, non, pour répondre à la question, j'ai pas de traduction pour Drop It Next, pas aujourd'hui, mais, je continue à y penser, ça mûrit tranquillement dans ma tête. Puis Luc, tu es aussi, tu francophone d'origine, mais tu as aussi passé beaucoup de temps dans l'Ouest canadien. Tu Mmh. es parfaitement bilingue. Puis là, tu viens de le mentionner, tu vis dans une région du Québec, qui Mmh. est probablement sans parler à travers mon chapeau, la région où est-ce que l'anglais et le français se côtoient le plus là, au Québec, je Ouais, pense. ça se côtoie puis, et ça se mélange aussi beaucoup, tu sais, de la Mmh. façon que les gens en parlent, puis je le vois, beaucoup avec mes enfants. Ben, tu sais, ma conjointe est anglophone d'origine, elle parle un bon français. Moi, je suis francophone d'origine, puis je parle un anglais pas pire. Nos enfants qui ont 14 et 10 sont déjà complètement bilingues. Avec eux, les conversations, je parle un peu plus français avec mon plus jeune. Ma plus vieille, elle, tu sais, elle a tendance à tout le temps parler anglais, là, pas mal, mais son français est excellent. Mais des fois, ils changent de langage à travers, tu sais, de la moitié. Ils sont rendus à une phrase, puis là, ils bloquent, ils cherchent un mot, ils switchent dans un autre langage parce que ça leur vient plus vite. Fait que c'est vraiment des automatismes, des trucs comme ça. Ça devait pas mal être similaire à une session de pédagogie bilingue là, sur la neige. C'est comme français, anglais, un petit peu mix des deux. Puis là, vous aviez Dom Smith avec vous autres. Shout out Dom. Ouais. Que son français, il s'est tellement amélioré au fil des années. C'est coloré quand ça Coloré, sort oui, comme c'est ce ça. que j'allais dire. Des fois, c'est ça, faut être fluent dans les 2 langues un petit peu dans ma région, ça aide beaucoup. Fluent, oui, fluide, donc il faut Fluide, vraiment, excuse-moi, tu d'ailleurs, vois? non, mais c'est correct, je fais exprès. D'ailleurs, entre nous, ben, ça arrive souvent, puis même avec Manuela, je pense qu'on a fait ça déjà. On a moins la chance de se côtoyer souvent, mais ça arrive souvent là, que nos conversations, ils passent de l'anglais au français dans la même phrase ou même dans la même discussion, même que parfois on se dit que on a notre propre dictionnaire, hein, on aime ça, puis c'est notre propre dictionnaire est comme un peu un mélange du français puis de l'anglais, puis des fois, ben, ces expressions-là
traduits, soit volontairement ou involontairement pour moi, si je si je parle pour moi, nous font bien rire. Ah oui. Alors, c'est on dit qu'on enrichit notre, dictionnaire, le dictionnaire Mmh. de la langue anglophone avec, ou vice versa. Donc Luc, Ouais. tout ça pour dire que, ben, tu auras certainement beaucoup de choses à partager toi aussi avec nous sur la communication, le Mmh. bilinguisme, puis, l'enseignement dans les 2 langues. Mmh. Luc qui enseigne aussi, en ski, qui est aussi un niveau 4, donc un 4 par 4, niveau 4 et en ski et niveau 4 en snow, donc yes. Et sans plus tarder, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, on va, se rappeler que dans les différentes formations et certifications de la CMS, il y a 5 habiletés d'enseignement principales qui sont développées puis qui sont évaluées. C'est le service à la clientèle et la sécurité, la communication et la structure de la leçon, la démonstration, l'analyse et l'amélioration et le contenu technique. Puis ces habiletés-là, elles sont présentées dès le niveau 1, puis elles sont aussi utilisées et continuent d'évoluer dans tous nos niveaux, et ça jusqu'au niveau 4 et dans nos formations de parc et aussi plus spécialisées telles que le carving et le Big Mountain. Aujourd'hui, on veut discuter de l'application de ces habiletés-là, particulièrement quand on enseigne dans une deuxième langue ou encore quand on participe à une formation, donc en tant que candidat dans notre deuxième langue. Là, on parle beaucoup de français puis de l'anglais, mais on a beaucoup de notre clientèle qui parle aussi d'autres langues, notamment, le mandarin ou même le cantonais ou le coréen, et puis, ben, ces gens-là, évidemment, que ce soit l'anglais ou le français, ça va être leur deuxième langue. Nous, nos formations sont, des formations qui sont soit en anglais ou soit en français parce que ce sont les 2 langues officielles de notre, pays qu'on utilise. On a certaines versions de nos formations qu'on traduit dans un contexte, international et aussi, là, dans certaines régions du Canada, où est-ce qu'on a une communauté, multiculturelle un petit peu plus présente. Puis, donc les évaluateurs sont régulièrement là, exposés à ce genre de et les candidats aussi exposés à ce genre de passage là, d'une langue à l'autre. Donc, j'ai quelques questions pour vous, mes invités, à notre podcast, et puis, ben, sentez-vous bien à l'aise d'y répondre dans l'ordre que ce soit, là, selon, qui a envie d'y aller en premier. Moi, de mon côté, je vais tenter, en tant qu'animatrice, de vous, de garder notre conversation, sur les rails, comme on dit, on track. Et comme ça, je vais passer la POC, au suivant quand c'est le temps, en nous ramenant, au sujet, aux besoins aussi. Donc, comme on dit, plusieurs moniteurs enseignent dans une deuxième langue. Selon vous, quels sont les principaux défis que cela représente? Ben, évidemment, on parle de si on retourne à nos habiletés d'enseignement, la deuxième qu'on a, de communication et structure de leçon, communication plus particulièrement. Tu sais, c'est la première chose qui vient en tête, c'est d'être capable de expliquer un concept ou une action ou un mouvement ou clairement, finalement. Puis, évidemment, en langue seconde, tu sais, moi, je parle anglais et français, puis il y a vraiment une petite affaire d'espagnol. Fait que moi, je pourrais pas enseigner en espagnol parce que je serais pas capable d'expliquer un concept clairement. Je peux pointer vers la salle de bain puis dire «Suis-moi», puis orteil en bas, orteil en haut, tu sais, quelque chose comme ça, OK, mais vraiment minimal. Donc, pour moi, ça serait vraiment un gros challenge comme ça d'être capable d'expliquer, aussi bien que je veux l'expliquer. Donc, Tout à c'est fait. c'est c'est toujours ça, c'est surtout ça, le challenge, là, c'est d'être capable juste la communication, efficace entre le client ou le candidat et puis, l'évaluateur ou le moniteur, monitrice. Tout à fait. Mmh. Manuela, est-ce que tu as quelque chose, que tu voudrais rajouter à ça? Ouais, moi je trouve que ce qui est intéressant, quand on enseigne dans une langue qui est pas la langue la plus courante pour nous, je crois que Luc et moi, on est tous les 2 quand même des personnes qui parlent en français et en anglais d'une manière régulière. C'était pas toujours le cas pour moi. Il y a eu des moments, là j'ai une fille et puis on parle en français ensemble, mais il y a eu des moments en Alberta où je trouvais que je parlais pas très souvent en français. C'est sûr que je cherchais plus les mots et je ne connaissais même pas les mots.
pour un edge. C'était quoi un edge en français? Ben, le quart. Donc, d'avoir la facilité avec le langage à l'extérieur du monde de Snow, ça voulait pas vraiment dire que j'avais de la facilité à m'exprimer en Snow. Donc, il a fallu que je trouve mon vocabulaire de Snow et que je trouve les mots qui marchaient pour moi. Même en anglais, même en français, il y a des mots, il Mhm. y a des manières de communiquer où on se dit: «Ah, that one, ça marche». Ce terme-là, les gens, ils ont bien compris ce que je voulais dire quand j'ai dit: «On lève les orteils vers le ciel». Ah ben là, ils ont compris. Mais quand je disais: «On élargit l'angle», ouais, alors il y avait vraiment, un langage courant qu'il fallait que je prenne pour bien pouvoir apporter ma compréhension technique vers un langage que j'avais moins utilisé et avec cette session pédagogique qu'on avait fait, on avait vraiment, pu utiliser, heu, on avait Dom, comme tu as dit Luc dans le cours et lui, son français est vraiment différent que le français que moi je connais, mais est-ce qu'il s'est exprimé en C'est français dans sa unique, péd oui. est unique, mais il communique ses idées bien. Donc tu comprends ce qu'il dit parce qu'il est vif, il est animé. Donc les petits bouts qu'on n'a pas en langage technique, on les a en personnalité, en charisme et moi je trouve que c'est ça le plus intéressant d'enseigner dans une langue qui est peut-être pas la langue qu'on utilise d'une manière quotidienne, c'est que ça nous refait penser à ce qu'on fait et après on utilise un langage peut-être un peu plus spécifique à la tâche qu'on fait. Donc ça, c'est une manière carrément de simplifier la communication en se disant, «Bon, ben j'y vais en switch», hein. C'est un peu d'y aller à la marche arrière, de se dire: «OK, je vais y aller avec le créneau que j'utilise moins souvent et en faisant ça, j'ai des devoirs à faire pour m'assurer que quand je vais parler du car, je sais de quoi je parle. Quand je parle de la queue du snowboard, Mhm. comme je l'ai fait dans ma session pédagogique, au Québec, est-ce qu'une queue, ça va avoir une connotation un peu différente que dans le français que moi je connais? Eh ben oui! Mais c'était beau d'avoir ce moment entre francophones où on s'est dit: «Ah, pour moi, une queue, c'est pas la même chose qu'au Québec» and c'est rigolo, mais en même temps, c'est quand même, c'est pas d'une manière technique, c'est pas faux, mais il faut quand même savoir qu'il y a des distinctions et qu'il y a des subtilités avec le langage, qu'on peut soit utiliser à notre avantage en tant que moniteur qui peuvent s'adapter ou qui peuvent vraiment nous coincer. Et puis si on se dit: «Ah, j'ai mal dit la chose, j'ai mal parlé», parce que ça nous fait resserrer comme instructeur et comme moniteur, comme personne qui essaie de communiquer des idées. Donc vraiment de se mettre en confort avec Mmh. l'idée qu'on va essayer de répartir aux gens. Si moi je savais que j'allais essayer de faire quelque chose sur des boss, bah, j'essayerais vraiment de me donner un petit peu de préavis. OK, comment est-ce qu'on dit, transition en français? OK, c'est transition. Est-ce qu'il y a d'autres mots que je pourrais utiliser au lieu de transition? Et après de faire une petite recherche pour moi-même, comme ça, en rentrant dans la leçon, je suis préparée avec un petit stock de mots que j'utiliserais peut-être pas en français. Ben, ce que j'aime vraiment dans ce que tu dis, Manuela, c'est que, tu sais, o tu l'as mentionné, tu as un niveau, d'aisance en français. Tu es francophone, tu as un de tes parents qui est francophone, donc tu sais, tu as un niveau avancé, mais même avec tes connaissances avancées, tu dois faire la recherche et t'assurer d'avoir le vocabulaire qui est requis pour pouvoir communiquer de façon, spécifique, précise, puis aussi, ben, surtout efficace dans une, leçon de Et snowboard. et correct Donc, c'est aussi. intéressant de voir et correct et c'est intéressant de voir ton processus. J'aime ça que tu parles de cet aspect-là spécifique. Mmh. Ça m'amène à poser la prochaine question. Luc, peut-être que tu peux répondre. Selon toi, c'est quoi le degré de maîtrise de la langue qui peut varier, d'un moniteur à l'autre, mais ça serait quoi comme le minimum requis, tu sais, qu'on doit avoir pour pouvoir, rouler une bonne leçon en snowboard? Bonne question. Comment est-ce que tu qualifierais ça? Tu sais, c'est peut-être pas évident à Ouais, qualifier. pas facile, mais juste au point de Manuela avant, c'est une bonne remarque juste parce que tu parles le langage. Enseigner dans une autre langue, puis d'aller chercher toute la petite terminologie qui fait la différence quand tu enseignes depuis des années. Puis j'appelle ça souvent, puis je dis ça à des niveaux 1. Là, vous allez copier ce que je viens de faire. Fait que ça va ressembler à une leçon de Luc que vous allez copier, mais tranquillement, plus vous allez la faire, plus ça va devenir une leçon de Geneviève.
parce que Mmh. tu vas saupoudrer tes petites étincelles là-dessus, tu sais. Puis le langage, c'est une grosse, la terminologie qui est souvent, c'est pas nécessairement technique. Technique, oui, mais pas nécessairement technique que tu ajoutes qui fait que tu as de l'entre-gens comme ça, comme moniteur ou comme formateur, des choses comme ça. Donc, euh, ça, c'est un processus, ça prend du temps. Puis ça prend de la pratique, puis les répétitions comme ça, évidemment. Donc, ouais, être bilingue, ça ne te garantit pas nécessairement que tu peux transférer ça à enseigner dans un sport parce qu'il y a une petite courbe là. Mais pour revenir à ta question, faut que tu sois bilingue un peu, beaucoup, pas mal. Tu sais, je dis souvent, tu sais, la ligne, c'est si on est capable d'enseigner un concept compliqué clairement, c'est le cas en anglais, tu sais, aussi, ou dans la langue, dans la première langue, la langue maternelle, excuse-moi. Tu sais, il faut que tu prennes quelque chose de compliqué, il faut que tu sois capable de me l'expliquer clairement ou simplement. Et là, de prendre ça puis d'aller faire ça dans un autre langage, ben là, c'est vraiment un bon défi. Fait que c'est non seulement, tu peux pas prendre ta version simplifiée, mettons en anglais, puis aller te la traduire direct en français ou la version longue. Donc, ça prend un petit peu de temps, puis ça prend, faut s'accrocher un petit peu comme ça, puis il faut faire des erreurs, puis c'est comme ça qu'on s'améliore. Il y a aussi, c'est plus on monte à, admettons, formateur, plus on monte dans les niveaux, ben là, plus le langage ou de la façon qu'on communique, c'est vraiment de plus en plus technique. Tu sais, même du niveau 1 au niveau 2, les concepts sont plus techniques, puis on deal avec des affaires qui sont plus avancées, plus raffinées, des choses comme ça. C'est là que souvent, avoir le bon niveau, je vais dire, là, de langue seconde pour être capable d'expliquer ça, ben ça aussi, ça prend beaucoup de pratique comme ça. Et puis, oui, améliorer le langage avec, mettons, je peux prendre des leçons du Duolingo pendant plusieurs mois. Puis oui, ça va m'aider, mais en même temps, c'est d'aller enseigner, OK, ta langue seconde, c'est le français. Bon, ben, vas-y enseigner en français. Tu sais, va enseigner des Mmh. leçons en français ou prendre l'opportunité comme ça de parler puis d'enseigner français puis de se pratiquer avec le langage technique. Mais c'est dur à tout le monde est différent un petit peu. C'est dur de mesurer ou de voir. Puis on en a des évaluateurs comme ça dans notre système qui sont, ils enseignent en langue seconde. Donc, pour eux, tu sais, ils se développent de plus en plus. Et puis, Geneviève puis moi, on est un exemple. Manuela, même chose, tu sais. Et c'est pas facile au début de tout le temps enseigner en anglais quand tu es francophone. Puis éventuellement, ben là, tu sais, tout se met au niveau un petit peu parce que tu le fais de plus en plus. Donc, je réponds pas vraiment à ta question ici, mais C'est pas grave, c'est super c'est intéressant. On plus va de y voir, revenir. tu sais, faut aller essayer, puis faut être prêt à mettre le temps comme ça. Parce que Manuela, encore, je reviens à ce que Manuela dit, c'est très bien dit. C'est pas parce que tu es bilingue que tu es capable d'enseigner le snowboard dans un autre langage. Donc, ça prend de la pratique de ce côté-là, d'être capable de bien expliquer. En général, c'est dur à mesurer, mais à l'interne, on le sait. Tu sais, est-ce que je suis capable, je l'explique bien en anglais? OK, là, je peux-tu aller l'expliquer en français? Est-ce que je l'explique bien en français? On est capable on le sait si on est capable. Est-ce qu'on cherche nos mots? Est-ce qu'on s'accroche? Est-ce qu'on a accès au vocabulaire qu'on veut avoir accès quand on explique? Des choses comme ça. Donc, c'est d'être honnête avec nous-mêmes là, de ce côté-là, et puis voir comment ça va. Oui, donc on parlait du niveau de maîtrise de la langue et puis, je pense que, ce qui est intéressant puis là où moi ma tête s'en va directement, c'est forcément avec le cadre de référence que la CMS fournit, à ses moniteurs là, dès le niveau 1. Quand on parle de la communication spécifiquement, quand on l'évalue, entre autres, tu sais, on va parler du c'est quoi une communication qui est adéquate dans une leçon? C'est une communication qui est claire, qui est précise, qui est efficace et on va utiliser des mots-clés. Puis on va fournir, entre autres, un processus pour les membres, les moniteurs à se poser des questions. Est-ce que j'ai su expliquer comme il faut? Qu'est-ce que je faisais donc? Le quoi? Pourquoi je le faisais et comment je le faisais? Par exemple, quand on va donner, une explication sur, un exercice ou, l'objectif de notre leçon. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise, des outils qu'on fournit à nos moniteurs et nos formateurs. Je pense que ce cadre-là, c'est un peu
l'espèce de minimum qu'on recherche parce que l'engagement dans une leçon, on peut aussi aller la chercher à travers justement ce que tu as mentionné tout à l'heure, Manuela, le charisme, la personnalité, le dynamisme. C'est ça se fait un petit peu à travers le langage corporel, l'attitude dans une leçon, mais la communication précise de OK, là, tu sais, je t'enseigne quelque chose, puis on doit être capable de communiquer, vulgariser clairement ce qu'on amène au niveau de la technique, de l'enseignement ou de la pédagogie dans certains cas. Donc, je pense que il est là un petit peu le minimum requis, tu sais, pour, dans le fond, je fais un petit peu du pouce sur qu'est-ce que Luc avait dit, où est-ce qu'on veut être suffisamment clair pour être compris par nos élèves, puis que, ben, ça fasse progresser la leçon aussi. Donc, je pense que c'est là où est-ce que se situe un petit peu le minimum. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Avez-vous quelque chose à ajouter là? Non, Ouais, absolument. ça fait du sens? Je sais, ouais, ben, tu sais, je ferais juste du pouce sur ce que tu viens de dire, là. Mais c'est ça, c'est la pratique, ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui se pratique puis qui se développe. Mais c'est pas tout le temps facile. Il y a pas vraiment de secret à part se pratiquer. Tu sais, j'en reviens à, tu sais, les mêmes choses dans nos mouvements techniques. On se pratique, on veut passer le niveau 4, on veut le niveau 3, on veut faire un jump, on veut faire un 360, whatever. Ben, tu sais, on peut pas remplacer le temps de pratique comme ça. Puis c'est comme ça qu'on va raffiner nos habiletés puis qu'on va développer nos habiletés à communiquer clairement dans une deuxième langue ou une troisième langue ou une quatrième langue. Tu sais, quelque chose comme ça. Tout à fait, puis dans le fond, tu sais, ça fait le lien avec une de mes questions suivantes qui était: est-ce que le fait d'enseigner dans une langue seconde, ça peut parfois forcer les gens à simplifier puis à améliorer leur communication? Ben, je pense que oui, hein, avec la Mhm. pratique, parce qu'on va rechercher, on va faire le processus, mental de justement d'arriver à avoir une communication qui est efficace parce que c'est ça notre objectif dans ce cas-ci. C'est pas d'être, le plus, grammaticalement et théoriquement parfait, mais c'est d'employer une communication qui est suffisamment compréhensible pour que on puisse, heu, aborder ou, partager nos concepts avec les élèves, au fond. Hem, Question un peu plus, technique ou personnelle, j'aimerais ça avoir votre opinion sur, selon vous, ça serait quoi les pièges les plus fréquents quand on enseigne dans une deuxième langue? On a un petit peu abordé ça, mais Je pense que, comme tu disais justement, c'est, tu sais, les moniteurs de snow les moniteurs de ski, on aime ça s'écouter parler, hein. Fait que des fois, on parle trop. Ça arrive souvent. Fait que des fois, on va peut-être essayer de trop parler comme on le fait en anglais, qu'on devrait peut-être, tu sais, ramener ça un petit peu de poche puis essayer de, tu sais, de prendre nos communications puis les condenser dans le sens pour les garder claires et concises. Plus on jase, plus on ajoute, plus ça se peut se mélanger. Puis des fois, Mmh. tu sais, on entre dans le même mode dans une autre langue, puis là, on essaye d'en dire trop, puis on s'accroche un petit peu plus comme ça. Mais j'aime le fait, comme tu disais, si tu n'as pas les mots, ça va vraiment te forcer à te concentrer sur ce qui est vraiment nécessaire en termes de communication. Puis ça, c'est un bon exercice. Ça, on le fait des fois chez la formation des évaluateurs cette année ou l'année dernière, je pense qu'on le fait. Tu as 3 mots, tu as le droit d'utiliser 3 mots pour partir ou quelque chose comme ça. Puis après ça, là, c'est démonstration, langage corporel, on suit des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup à apprendre dans ces choses, d'être efficace avec nos communications. Comme ça, donc, ça nous met dans cette situation-là où on n'a pas vraiment le choix parce que si on n'a pas le vocabulaire, ben on n'a pas le vocabulaire. Fait que, il faut se Mmh. concentrer sur les choses qu'on sait puis des choses qu'on peut bien faire sans avoir le vocabulaire au complet. OK, bon, ben, désolé, chers, auditeurs, on a, malheureusement perdu la connexion avec, Manuela. Donc, on va poursuivre la conversation, Luc et moi, et on réinvitera Manuela sur une prochaine épisode. Merci, Manuela, pour, ta présence à cette partie de l'émission. Donc, on va reprendre ça là, où est-ce qu'on avait laissé. Je posais la question, quelle était l'importance, des démonstrations puis du langage corporel dans l'enseignement du snow? Donc Luc, Ben, définitivement, très surtout si on parle de, tu sais, les habiletés de communication sont limitées, admettons. tout à fait. On est dans une deuxième langue ou une autre langue. Définitivement,
le langage corporel, et comment on va faire les démonstrations pour supporter notre explication qui est peut-être un peu moins complète et précise que ce qu'on aimerait, peut-être, si on Mhm. enseigne à un client, par exemple, à l'école de glisse ou quelque chose comme ça. C'est des situations qui arrivent fréquemment. Parce que même des fois, tu sais, le jeune enfant, des choses comme ça, parle anglais, on parle les deux anglais ou on parle les deux français, puis ça ne veut pas dire que la communication va très bien. Tout à Donc, fait. qu'est-ce qu'on peut faire en termes de démonstration? Tu sais, OK, suis-moi, ou OK, regarde bien ici, ou juste pointer aux parties du corps, des choses comme ça. Donc, c'est comme normalement, on peut, ouais, explique-le-moi, mais tu sais, telling does not ensure learning. Tu sais, c'est pas parce que tu me le dis que c'est automatique que ça va être fait. Il faut que j'aille l'essayer, je veux le voir. Ça fait partie, je pense souvent à la démonstration, ça fait partie de ton explication. Donc, tu as fait ta communication et puis tu sais ta structure et tout pour ta leçon, mais après ça, l'autre habileté d'enseignement qui embarque démonstration, toutes les habiletés, comme les habiletés de writing, ils fonctionnent bien ensemble. Donc, ils supportent les deux comme ça. Donc, si tu as juste une bonne communication, mais tu n'as pas le reste, ça ne fonctionnera pas. Comme si tu as une bonne mise à carte, mais tu ne gères pas la pression comme il faut en ton snowboard, ben ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, il faut vraiment, c'est très important de ce côté-là. Tout à fait, puis je pense que tu avais fait le parallèle là, avec justement, des exercices qu'on fait, pour former nos formateurs parce que parfois on va, enseigner une leçon sans mots ou préciser, donner un petit défi dans la communication d'utiliser, par exemple, seulement 3 mots ou, seulement, 2 phrases et puis, ben, souvent, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Le premier réflexe, c'est de compenser par plus d'images, hein, parce qu'une image vaut 1000 mots, donc plus de démonstration. Ben, c'est Heu, ça. Si tu enlèves la capacité c'est comme perdre un de nos sens, là, tu sais. Si tu perds la vue, les autres sens sont comme amplifiés un peu ou tu sais, tu peux pas t'en servir. Je sais pas c'est quoi, là, pas avoir la vue puis l'effet sur les autres sens, mais c'est comme je t'enlève la capacité de parler, il va falloir que tu me donnes quelque chose pour te faire comprendre. Fait que à ça nous pousse nos habiletés comme ça. Tu sais, donc, ça va pousser mes habiletés de démonstration. Je vais vraiment bien penser. Vraiment, je vais m'assurer, OK, est-ce qu'ils peuvent me voir comme il faut? Je vais peut-être leur donner deux points de vue différents. Je vais utiliser mes mains et pointer vers les parties du corps. Tu sais, ça aide beaucoup. J'utilise ça même quand je suis capable de communiquer efficacement. Donc là, c'est des choses comme ça que je vais amplifier ces choses-là, puis s'assurer qu'on leur donne une bonne image qu'ils sont capables de copier. Donc, on peut compenser très bien pour ces choses-là. Puis souvent, ça fait des leçons qui sont plus efficaces. On Tout à passe fait. moins de temps à Ouais, parler, puis on passe plus de temps à faire du snowboard. ouais. Est-ce que, tu dis comment est-ce que dans un contexte comme ça, tu sais, quelqu'un que c'est vraiment sa deuxième langue puis qui enseigne, comment est-ce que tu jugerais si les élèves ou les candidats à une formation comprennent bien? Tu sais, parce que ça, c'est aussi une bonne mesure de est-ce que la communication a bien passé? Ça serait quoi? Ouais. Ben, tu sais, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps. Normalement, évidemment, c'est si on se comprend, puis on est capable de parler, on va poser des questions. Tu sais, c'est une des façons les plus efficaces pour, ben, premièrement, les garder engagés là, dans ce qu'on fait. Puis l'autre chose, c'est tu sais, de vérifier la compréhension. Mais si on est trop limité pour ces choses-là, pour les questions, j'ai pas une réponse immédiate pour toi, mais je dirais, on va l'essayer parce que à la fin de la journée, ils peuvent me dire oui, OK, ouais, je comprends bien et tout, puis ils vont l'essayer, mais ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont être parce qu'ils comprennent, ça veut pas dire qu'ils sont capables de le faire tout de suite ou Tout à fait. immédiatement ou peut-être un petit peu. Donc, cette partie-là change plus ou moins. Je dis, OK, je peux pas vraiment poser des questions ou des questions très simples qui vont m'aider à voir s'ils comprennent bien avant que je leur donne une démonstration. Et là, c'est ça le challenge un peu. C'est peut-être que j'ai pas ce petit luxe-là d'être sûr qu'ils comprennent avant que je leur montre. Fait que là, je vais leur montrer, ils vont l'essayer. Je pense qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. On va y retourner, puis là, je vais utiliser mon langage corporel et puis je vais être capable de peut-être ajuster ma démonstration pour que mon message passe un petit peu plus clairement.
Donc ça, moi, je trouve que c'est un peu essai-erreur un petit peu, là, sans trop de Tout à grosses fait. conséquences, là, vraiment. Mais ça a été mon expérience avec ça, moi, dans les langages, quand il y a des gens qui comprennent pas bien ce que j'essaie de leur dire. Je dis: «Regarde, watch, tu sais, regarde ça Mhm. ici, là, comme il faut». Puis ça va tranquillement, ça rentre. Mais il y a aussi des fois que, OK, je pense que le message, ils me disent oui, mais là, je regarde, je pense que le message n'est pas bien passé. Ou bien c'est eux autres sont dans leur langue seconde, à écouter une langue seconde que moi je parle, puis des fois, c'est ma langue seconde et leur langue seconde. Fait que là, ça fait une combinaison assez tough, là. Même si mon anglais langue seconde est quand même assez bon et assez raffiné à ce stade-ci pour moi. Tu sais, c'est des fois, puis je l'ai eu dans des candidats plus de haut niveau. Je pense que toi et moi, on en a parlé. Je suis pas certain que ce candidat-là, il dit oui, mais tu sais, son langage corporel me dit que je suis pas certain là, qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est ça, on voit comme les points d'interrogation un petit peu là, autour Dans du les yeux, ouais, c'est casque, comme là, les, puis dans les les yeux, gros là. yeux comme ça. C'est Tu sais, ça ça, fait, oh, là, t'es pas sûr de ce que j'essaie de te faire faire, là, ou c'est quelque ça. chose comme ça. Donc, c'est un signe, tu sais, c'est un cue. OK, OK, fait que toi, viens avec moi. Maybe, tu sais, pas descendre juste en arrière de moi, là. On va laisser aller les autres, tu sais. Il y a des choses à faire pour faire passer le message finalement, là, tu sais. Suis-moi, tu sais, j'embarque en arrière, regarde la démo une autre fois, une démo d'un autre Tout à fait. angle, des choses comme ça. Donc, plus on avance comme ça, plus on espère que la communication passe. Mais c'est sûr que, tu sais, dans une leçon de 2 heures et demie ou même un stage de 3, 4 jours, ben là, tu sais, il n'y a personne qui va faire des miracles. On ne tournera pas quelqu'un bilingue, là, tu sais, en 4 jours comme ça. C'est pas réaliste. Euh, donc, on s'ajuste du mieux possible. Puis plus on le fait, plus on a de l'expérience, puis plus ça nous donne les petits trucs qu'on parlait, là, tu sais, les petites étincelles qu'on peut ajouter, puis l'expérience qu'on peut ajouter dans les petites failles pour tu sais, prendre la leçon pour que ça soit cohésif comme ça. Tout à fait. Puis, tu sais, ça me fait penser aussi à quel point qu'on va, naturellement, on le fait, là, on utilise le cycle d'entraînement, puis on va pas, on va parfois commencer directement avec la démonstration pour Mhm. éviter justement la confusion dans l'explication. Donc, des fois, ça va être une stratégie, par exemple, qu'un formateur ou qu'un moniteur pourrait choisir d'utiliser. Mais ensuite de ça, on peut utiliser aussi comme ressource, ça peut être la force du groupe, puis de demander à quelqu'un de, hey, regarde, tu sais, toi, je pense que tu as bien compris. Prends les chaises, puis explique, prends le temps d'expliquer à ton collègue dans la langue, parce que souvent, on a souvent la chance d'avoir 2 personnes qui parlent au minimum la même langue. Ou simplement, nous, comme formateurs, par exemple, de prendre les chaises avec la personne, puis d'avoir une explication un petit peu plus en détail pour Mhm. éviter de tomber dans ce que tu as mentionné tantôt, dans des explications qui sont trop, trop longues en avant du groupe et de pénaliser un petit peu le rythme de la leçon à ce moment-là. Donc, toujours dans l'objectif de garder la communication efficace. Des fois, tu en as qui comprennent puis qui comprennent bien, un peu moins. Fait que là, si tu continues à expliquer pour cette personne-là ou ce candidat-là, ben là, tu as des chances que tu vas mêler les autres parce que tu Ouais, continues ou à les parler. désengager. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, il écoute moins, ci et ça, il commence à se détacher, tu sais, de Ouais. la leçon puis de la vibe un petit peu. Fait que c'est un bon point, tu sais, de trouver les moments où est-ce que tu veux prendre ce candidat-là ou ces candidats-là, puis ouais, OK, vous autres, vous embarquez avec moi dans la chaise. On va jaser un petit peu plus, là. Tu sais, on a 5 minutes d'extra juste pour vous autres. Exact. Donc, ça va un petit peu toucher justement la faculté, une de nos habiletés d'enseignement qui est la gestion de groupe, la gestion de classe qui est implicite là, Mhm, au service à la mhm, clientèle et la sécurité. C'est une habileté qui est importante. Puis, ben là, ce qu'on se rend compte aussi avec, au fil de notre discussion, c'est que c'est implicite à cette habileté-là. Ça influence la dynamique d'un groupe. Une bonne communication efficace va faire qu'on va être aussi capable de créer, heu, cette dynamique-là, ce niveau d'engagement-là avec le groupe, puis de garder une classe, en mouvement, tu sais, puis qui va donner, qu'on va rencontrer nos objectifs, dans nos leçons. Et par rapport à ça, ce serait quoi, la différence entre simplement, par exemple, mémoriser le contenu d'un point de vue, communicationnel et simplement le répéter versus comprendre vraiment le contenu, puis être capable de l'utiliser, puis
que ce soit utiliser ses propres mots ou utiliser les mots-clés qu'on fournit, tu sais. Il y a une différence entre les 2 qui est importante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, définitivement. Je pense que, tu sais, copier ou relire le modèle dans le manuel qu'on t'a donné dans le niveau 1, tu sais, c'est un excellent début. Je vois ça comme ça, la progression d'apprentissage. La première étape, c'est que tu vas copier une bonne leçon de Geneviève ou une bonne leçon de Luc ou quelque chose comme ça. Puis, OK, copie-moi ça, répète-moi ça, là. Puis là, tu vas la faire plusieurs fois, puis là, ça devient automatique dans le processus comme ça de répéter les leçons, puis là, ton client ou ton candidat change tout le temps d'un Mmh. stage à l'autre ou d'une leçon à l'autre. Puis ça t'amène, c'est ça qui va venir amener les différences d'une leçon à l'autre. Évidemment, il y a des habiletés, il y a des différences d'habileté, mais il y a aussi beaucoup de différences de personnalité. Puis ça Mmh. fait que faut que tu t'adaptes à ça. Puis ça, c'est plus difficile au début, puis c'est là qu'on voit les nouveaux moniteurs, tu sais, que il faut qu'ils commencent quelque part. Mais c'est souvent, on les met dans des leçons avec des enfants, puis les enfants, tu sais, c'est comme, OK, on va rouler les dés, puis on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Même s'ils sont de la même habileté, même âge, même sexe, tu sais, des choses comme ça. Tu sais, oh, j'ai un petit gars de 9 ans, c'est tout le temps pareil. Non, c'est pas tout le temps pareil. Fait que ça nous force. Puis plus on doit ajuster la leçon qu'on essaye de copier, puis là, on est forcé à l'ajuster. Comme ça, ben là, à chaque fois, on apprend quelque chose. Fait que c'est pour ça souvent puis nos stages sont, tu sais, le design de nos stages, c'est comme ça roule hem, avec des heures d'entraînement à l'extérieur du stage. Tu sais, c'est 150 heures, c'est recommandé d'enseignement avant le niveau 2. Bien, il y a une raison pour ça. Si tu vas enseigner pendant 150 heures, ça, c'est mettons, le samedi, dimanche pendant 10 fins de semaine, puis tu fais ça 2 saisons en ligne, ça va te donner une centaine d'heures d'enseignement, je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou 150, proche de là. Ben là, à chaque fois, j'aime ça dire, à chaque fois que je vais faire une leçon, j'apprends quelque chose. À chaque fois. C'est pour ça que c'est très dur que, tu sais, on le dit souvent, aller enseigner, continue à enseigner, ça va venir, tu vas voir. Puis je la vois, cette différence-là, tout le temps. Il n'y a jamais de faute à ça. Et j'enseigne depuis 1998. OK, j'ai fait des leçons au Mont-Tremblant, où est-ce que, comme toi, je fais partie de l'école sur neige. Puis j'ai eu des leçons 3 jours en ligne il y a quelques semaines, puis j'ai appris quelque chose de chaque leçon. Tu sais, j'ai appris quelque chose sur moi, j'aurais pas dû faire ça. Là, ce que j'aurais dû faire, c'est aller là en premier peut-être, ou j'aurais dû y aller en avant ou rester en arrière. Tu sais, tu apprends des petites affaires à chaque fois. Et ça, c'est dépendamment de la personnalité puis du comportement de ta leçon. Tu sais, Tout à fait. qu'est-ce ça en va? Tu sais, je pensais pas que tu allais tourner là. Ou, tu sais, plein d'affaires comme ça. Puis tu Mmh. apprends toujours de ça. Puis c'est ça qui t'amène vraiment à le petit extra, là, tu sais, tu as le contenu dans le livre, mais là, comment tu vas le livrer, puis ton langage corporel, ton niveau de confiance avec le matériel, mais tout ça change, puis ça change vraiment la vibe de la leçon. Tu sais, le monde, ils vont se sentir en confiance, puis tu sais, ils vont se sentir qu'ils veulent t'écouter, puis tu sais, ils vont se sentir écoutés aussi, eux autres, que tu sais, tu les entends ce qu'ils te disent, des choses comme ça. Donc, c'est de la répétition un petit peu. You gotta get the reps up. Ça, il y Ouais, a pas tu peux pas tricher ça. puis je pense que c'est ce qui nous passionne aussi à quelque part de l'enseignement parce que c'est un échange qui est continu. Que ça soit ta première Mhm. leçon ou ta dernière leçon, tu vas ou ta leçon la plus récente, je veux dire, tu vas comme tu dis, tu vas toujours apprendre parce que l'humain que tu as en avant de toi, à qui t'enseigne, ça va toujours être différent. Les conditions du jour vont être différentes, le contexte, le niveau de la personne. Il y a tellement de facteurs, qui sont variables puis qu'on contrôle pas, qui vont nous amener à s'ajuster constamment puis à rester vraiment, je pense, la clé, c'est ça, là, c'est l'ouverture d'esprit, tu sais, rester vraiment ouvert à Mmh. «Oh, qu'est-ce qui peut se passer? Comment j'ai géré ça?» puis se remettre en question constamment comme moniteur ou comme formateur, puis dire: «Ah ben la prochaine fois, tu sais, c'était pas mauvais ce que j'ai fait, mais ça pourrait être encore mieux si je faisais telle chose ou telle chose». Je pense à mon fils qui a commencé à enseigner, dernièrement, là, je trahis un petit peu mon âge, mais mon fils qui a commencé à enseigner puis qui était, c'est toi-même qui l'as dit, l'autre fois, avec son guide de poche, Mhm. Quick Ride, son guide de l'enseignement Quick Ride sur les pentes, à se référer au vocabulaire de la CLS parce que lui, l'anglais, c'est sa deuxième langue et il est en train, en fait, d'apprendre l'anglais Mhm.
à travers l'enseignement du snowboard, de raffiner sa compréhension puis sa pratique de l'anglais. Puis des fois, il finit ses journées puis il me dit: «Maman, je suis fatigué, tu sais, dans ma tête, je suis fatigué». Puis Ouais, c'est pas fatigué qu'il est fatigué mentalement, ouais. nécessairement physiquement, mais c'est vraiment, tu sais, pour ramener ça à notre sujet, c'est le défi d'une deuxième langue. Donc, il se casse la tête un peu pour s'assurer d'utiliser le bon vocabulaire en anglais, simplifier, avoir une communication, puis avoir un certain euh, engagement là, avec ses élèves. Oui. Puis il dit la partie la plus difficile, c'est en fait, c'est pas l'enseignement du snow puis la démonstration et l'utilisation du vocabulaire parce qu'il est là, il est dans le quick ride. C'est vraiment la partie engagement parce que là, il veut avoir des conversations puis des fois, il se sent un petit peu, tu sais, bloqué, surtout quand il s'agit des adultes. Quand il s'agit des enfants, bon, il se roule à terre, il fait un peu des niaiseries puis il fait quelques mimiques drôles puis les enfants tout de suite embarquent et tout ça, mais des fois, avec les adultes, c'est pas toujours exactement la même, ambiance ou la même vibe, là. Non, Ça non, va se finir exactement. de Puis ça. c'est ça. Puis tranquillement, ben, pour prendre l'exemple de Lucas, tranquillement, il va mettre son petit livre dans ses poches. Puis là, il va rester dans ses poches, puis il va juste sortir quand il en a vraiment besoin. Il en aura pas besoin tout le temps, tu sais. Puis ça, c'est l'évolution, c'est ça. Là, il est rendu à combien de leçons il a donné cette saison? Je sais pas, une vingtaine peut-être, là, jusqu'à date et tout. Puis à chaque fois, j'espère qu'il sent ou il devrait qu'il sent qu'il s'améliore. Oh, Oui, j'ai ben fait bien. c'est ça. La semaine passée, justement, il m'a dit: «Ah ben là, j'ai plus besoin, moi je le connais par cœur là, le quick ride là». Fait que je vois qu'il commence à développer un petit peu ses petits trucs personnels. Puis c'est là où est-ce que faire le lien avec le pont avec ce que tu disais, ben l'expérience rentre au poste, tu sais. Heu, c'est ça qui va faire qu'après ça, quand il va, peut-être un jour devenir formateur ou pas, ben, sait-on jamais, il va pouvoir faire des liens, avec ou quand il va aller faire son niveau 2, il va pouvoir faire des liens avec les élèves qu'il a vus, puis être capable justement de créer des situations qui sont, vraiment réalistes. C'est ça. Mais c'est une C'est ça. belle opportunité pour quelqu'un pour développer un autre Un langage langage, plus mais loin, tu oui. sais. Puis en Outaouais, ici, c'est un bon exemple, là, tu sais. Puis à Tremblant, il y en a des moniteurs comme ça aussi. Moi, j'enseigne juste en français. Moi, j'enseigne juste en anglais, ou tu sais, des choses comme ça. Puis j'en ai eu dans des écoles de glisse que je gérais dans le passé, tu sais. Puis en Outaouais, ici, c'est vraiment français-anglais. Puis il y en a qui sont unilingues anglophones. Ils habitent à Ottawa, ils viennent enseigner au Mont-Cascade ou whatever, ou à Edelweiss, des choses comme ça. Puis il y en a qui disent, non, I don't teach in French. Tu sais, Mmh. j'enseigne pas en français. Tu sais, moi, je trouvais tout le temps ça décevant. Tu sais, je comprends, mais c'est décevant. Des fois, il y a eu des situations, eux autres, qui parlent juste français, c'est une école qui vient, alors moi, je parle pas français. Je dis, là, tu y vas. Là. Organise-toi, puis les jeunes, ils parlent français, il faut que tu y ailles avec eux autres. Fait que des bonnes démonstrations, suivez-moi, tu sais, des choses comme ça. Puis il y en a qui étaient... c'était décevant de voir des gens qui voulaient pas se mettre dans cette situation-là. Hey, le pire qui peut arriver, là, c'est que tu vas apprendre un peu de français. Tu habites au Québec ou tu travailles au Québec, tu sais, fait que vas-y. Donc moi, j'invite tout le temps tout le monde, va te mettre dans une situation qui est pas super confortable. Puis Ben, c'est c'est ça, là que tu vas sortir de ta t'améliorer. zone de confort un peu, c'est ça. Simon Holden, notre ami qui dit, j'avais déjà entendu, il dit: «Ça, c'est la zone de confort, là, puis à l'extérieur, c'est là que la magie se passe. C'est là que tu vas Exact. t'améliorer». Donc si tu restes dans ta zone de confort, tu sais, tu vas rester dans ta zone de confort. Puis il y a pas de problème avec ça, mais tu sais, pour des gens comme, tu sais, qui veulent s'améliorer, des gens qui ont de l'ambition, des choses comme ça, tu sais, saisissez l'opportunité pour vous développer comme ça. Absolument. Tout à N'ayez pas fait. peur de ça. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez bien rire avec votre client. Puis finalement, c'est un petit peu, ça revient à ce qu'on fait la promotion dans nos leçons. On applique une approche par bloc à notre apprentissage de la langue aussi. Mhm. Donc, tu sors un peu de ta zone de confort dans quelque chose que tu c'est quand même pas étranger, donc tu peux y aller petite étape par étape. Attends-toi pas à être, parfait tout de suite quand tu enseignes pour la première fois dans une deuxième langue, mais cette exposition-là, à cette expérience-là, c'est ça qui va te permettre de Mhm. t'améliorer. Donc, il y a pas de secret, la pratique. Puis, tu sais, on sait qu'enseigner dans une deuxième langue, ça peut aussi venir avec des émotions ou des inconforts, justement, puis que c'est tout à fait normal de ressentir un petit peu de stress, d'hésitation ou même un manque de confiance quand on maîtrise pas complètement, cette langue-là. Donc, plusieurs personnes peuvent avoir l'impression, tu sais, qu'il faut être parfait, puis qu'il faut pas faire d'erreur. Mais pourtant, dans la réalité, tu sais,
vous êtes déjà des très bons moniteurs, ce sont déjà des excellents moniteurs qui enseignent efficacement, mais c'est juste de transférer ça à une autre langue et d'aller faire un petit peu le travail, le processus, comme on parlait au début de l'émission, pour être confortable assez pour être capable d'enseigner efficacement, tu sais. Puis, Mhm. hem, par rapport à ça, tu sais, justement, toi, selon ton expérience, Luc, est-ce que, les émotions, les défis les plus courants là, tu sais, qu'on peut ressentir quand on enseigne dans une langue qu'on maîtrise pas parfaitement? On y a touché un petit peu, mais de façon plus, personnelle peut-être. Toi, qu'est-ce que tu sais, rappelle-toi, mettons, les premières fois que tu as enseigné, en anglais avant d'être confortable. Moi, je peux parler d'une expérience personnelle, mais je vais te laisser aller en premier. J'ai été motivé d'un jeune âge d'apprendre l'anglais. On avait des amis qui parlaient plus anglais, puis des environnements comme ça. Donc, quand j'ai commencé à enseigner ma première saison dans l'Ouest, là, par exemple, j'avais déjà un anglais qui était pas pire. Mais comme Manuela disait tantôt, j'avais pas le langage snowboard en anglais comme il faut. Fait que je disais des affaires qui étaient pas correctes, là, finalement, mais peu importe ça, ce que des situations d'inconfort, c'était pour moi, en tout cas, c'était, hem, la culture anglophone. Mettons, tu sais, moi, je Mmh. suis parti direct du Québec, puis comme c'est toi aussi, tu as grandi au Québec, on habite au Québec, tu sais, il y a une culture québécoise qui est pas la même que le reste du pays. C'est correct, là. On est une société distincte, on est un peu différent, on parle un langage différent, mais il y a la culture qui vient avec ça aussi. Donc, tu sais, par exemple, le sens de l'humour ou des choses qui sont, Mmh. tu sais, des choses comme ça, ou comment les gens se parlent ou comment les gens s'adressent en français, puis comment c'est différent en anglais, ça, tu sais. La politesse, tu sais, des affaires, des mots que, tu sais, oh, OK, on essaie de pas utiliser ces mots-là. Puis pour nous autres, dans un autre langage, c'est juste un autre mot. Mais pour quelqu'un dans leur culture, puis leur langage, c'est hey, wow, dude, là, ça veut dire d'autres affaires aussi, là. Faut pas que tu utilises ça. Ah, mais là, je voulais pas dire ça. Ah, mais c'est pas grave, tu l'as dit pareil. Fait que, tu sais, ça peut créer des situations qui sont malaisantes comme ça. Fait que, tu sais, et c'est j'ai eu des moments inconfortables un peu comme ça que tu vois, là, leur body language, leur langage corporel, excusez-moi, change. Tu sais, puis là, oh, là, j'ai dit quelque chose de pas correct. Ou ils ont pas Mais compris je ou sais pas qu'est-ce que c'est j'ai quoi. dit? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais pas c'est quoi. Tu sais, puis après ça, tu en parles avec un collègue, tu sais, c'est «Ah, c'est une leçon, en fait, tu sais, j'ai dit ça». Il dit «Oh, you said what?» Tu sais, puis là, il dit «Non, non, non, mais ça, tu sais, ça veut dire d'autres choses, c'est comme un peu un petit inside», tu sais, des choses comme ça. Comme en OK. français, on pourrait te faire des remarques de même, puis là, quelqu'un vient d'Europe, tu sais, j'ai une famille du Luxembourg, par exemple, là, tu sais, les expressions québécoises, puis des choses comme ça, ça leur passe 100 pieds par-dessus la tête. Puis ça peut être même interprété, te dire, ah, mais c'est pas gentil de dire ça, mais si t'es Mmh. québécois, j'ai pas d'exemple en tête, là, mais tu sais, quand tu dis à quelqu'un, attache ta tuque avec de la broche, let's go. Tu sais, toi, tu sais ce qu'on veut dire. Ça veut dire que, OK, on fait une joke qu'on va y aller vite, mais ça veut dire que, OK, ah ouais, attelle-toi bien, attends, on y va. Tu sais, un petit peu, puis ça fait rire les gens, mais quand tu dis ça à eux, puis ils le prennent littéralement, tu sais, ça peut leur faire peur. Là, il me dit d'attacher ma tuque avec de la broche. Premièrement, c'est quoi une tuque? Puis deuxièmement, j'ai pas de broche. Puis je ça littéralement, tu sais. Des enfants, tu sais, qui ont pas, en fait, un adulte va faire la part des choses un peu, ils se disent: «Ah, OK, là, il y a quelque chose que j'ai manqué là-dedans». Et les jeunes, tu sais, ça peut leur faire ça un petit peu, tu sais, ou les apeurer un petit peu. Donc ça, c'est dur. Tu sais, ou ça prend du temps, puis ça prend de la motivation, tu sais, à essayer de comprendre, qu'est-ce qui va faire rire le monde, qu'est-ce qui va mettre le monde malaisant quand je parle en anglais ou quelle expression, tu sais, c'est encore là, les mots, tu sais, en français, le mot, FUCK, tu sais, sans vouloir le dire ici, tu sais, ça veut pas dire la même affaire pour nous autres, puis ça a pas la même pesanteur, là, que quelqu'un qui le dit en anglais dans le même contexte, là, que tu dis: «Hey, Exact. wow!» Tu sais, ça met vraiment de l'emphase, mais pour nous autres, c'est juste un autre mot en anglais. Là, je comprends mieux que, OK, wow, là, faut que tu fasses attention quand tu l'utilises, là, évidemment, puis dans quelle situation. Tu sais, en tout cas, je dirais que c'est ça, ça peut mener à des émotions comme là,
sais, je leur ai pas donné une bonne expérience parce que j'ai dit ça, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais là, il est trop tard, puis tu peux pas revenir en arrière, tu sais. Puis ça, c'est des situations que on apprend beaucoup de ça. OK, ça, c'est bien noté pour la prochaine fois. Puis là, t'évites des situations comme ça dans le futur à cause de ça. Fait que ça serait ça ton meilleur conseil, probablement pour des moniteurs qui peuvent manquer un petit peu de confiance là, de pas, s'accrocher dans les fleurs du tapis parce qu'ils sont un peu, qu'ils sont pas capables de finalement de traduire leur personnalité parce que c'est un petit peu ça, tu sais, ça en revient un peu à ça de, tu sais, Totalement. t'es pas capable de paraître comme tu voudrais être quand tu es naturel 100% dans ta langue maternelle. Donc ça, c'est le défi probablement principal quand on apprend une deuxième langue. Puis j'ai une expérience, un peu récente, mon défi que je me suis lancé en ce moment, c'est aussitôt que j'ai l'opportunité d'enseigner en espagnol, je le fais parce que mon niveau d'espagnol est très, de base. Mais assez pour que je sois capable, tu sais, de tenir une co je comprends tout, je suis capable de tenir une conversation basique, mais enseigner en snow, là, c'est autre chose. Fait que j'ai eu la chance Mhm. d'enseigner un petit garçon de 8 ans qui venait du Mexique, en début de saison. Puis, ben, je me suis préparée, je m'étais fait une petite feuille de notes, là, tu sais, j'avais comme juste, traduit, là, mon vocabulaire, Mhm. technique. Puis ben, je l'ai utilisé et j'ai fait le lien. Puis le petit garçon, il parlait un tout petit peu d'anglais, fait qu'on était capable de se comprendre et tout ça. Mais finalement, je pense qu'il était impressionné parce qu'il pensait pas avoir quelqu'un nécessairement qui parlait en espagnol, en tremblant avec lui. Fait que ça a été une dynamique que je me suis sentie tout de suite confortable. Mais une des choses que j'ai faites pour mettre la table en début de leçon, pour me sentir à l'aise, mais aussi lui expliquer, tu sais, mon processus, et je lui ai dit: «Je vais essayer le plus possible de parler dans ta langue». Mais je suis pas très, fluide encore et expérimentée, là, tu sais, mon niveau est débutant donc en espagnol. Corrige-moi si je me trompe, puis dis-moi qu'est-ce que c'est. Alors là, par exemple, je lui pointais les genoux, puis tu sais, je lui demandais qu'est-ce que c'était ou donc tu sais, ça a fait que ça a créé un engagement, authentique parce que c'était basé sur, quelque chose qui est sa force puis mes faiblesses. Donc ça a permis d'avoir, lui, il se sentait à l'aise parce qu'en même temps, il m'apprenait des choses aussi. C'était intéressant puis tu sais, j'ai beaucoup appris dans cette leçon-là. Puis, une des choses, si je parle de mon expérience personnelle, dans les dernières années, je me suis un peu lancé le défi parce que dans le cadre de mon travail, ben, je parle, on va dire 98 du temps en anglais. Puis, je trouve que j'ai un fort accent québécois et des fois, tu sais, puis je suis assez sévère envers moi-même, mais c'est une passion pour moi, l'apprentissage des langues. Donc, j'ai le goût d'avoir, plus de vocabulaire et de faire mieux les choses. Puis je dis toujours à mes collègues, dont toi le premier, de pas hésiter à me corriger parce que ça me dérange pas d'avoir, une rétroaction directe parce que je veux le savoir. Si j'utilise un mot puis dans un contexte que je devrais pas l'utiliser, ben j'aimerais ça qu'on me le dise au lieu, Mhm. qu'on me laisse aller avec ça. Puis, souvent, ben j'ai une feuille de notes là dans mon téléphone et là je l'écris puis tu sais je continue à travailler là-dessus. Puis la dernière chose que j'ai faite depuis environ 2 ans, qui est devenue un peu un rituel puis une routine, puis c'est un peu comme quasiment une image de marque de Geneviève, puis je trouve ça bien drôle, c'est que je fais mon mot du jour. Que ce soit maintenant même une leçon, je l'ai faite récemment quand j'ai eu la chance d'aller, en Corée, donc je leur ai demandé de me donner un mot coréen du jour, puis j'ai essayé de l'introduire. Même si je comprenais pas tout le temps exactement, ben, je comprenais le sens et j'essayais de le placer à quelque part dans ma leçon, mais donc je le fais en anglais, avec mes collègues souvent, puis donc là, j'ai appris plein d'expressions super intéressantes qui ont enrichi mon vocabulaire puis que j'apprends vraiment à bien les utiliser. Donc tu sais, je suis à un autre niveau de mon apprentissage de la langue où est-ce que je raffine justement, l'utilisation de l'humour parce que c'est quelque chose que ça me gossait, je C'est pourrais tough. dire, en bon québécois pendant C'est ça, plusieurs années. mais c'est pas facile ça, c'est tu sais, encore là, je reviens tout le temps à ça, ça prend du temps un petit peu, puis, écoute bien, mais, tu sais, pour juste, regarde, tu vois, j'ai une expression en anglais dans la tête, just to echo what you just said, je sais pas comment je traduirais ça, mais juste pour,
sais, pour renchérir ce que tu viens de Enchérir, dire, oui. tu sais, c'est bon. Ça m'a pris une minute. Euh, le cerveau, ça travaille tout le temps. Mais c'est Mhm. bon. Il faut se mettre dans cette situation-là, tu sais. Fait que, tu sais, je suis fier de toi dans ce sens-là que tu as fait ça, tu sais. Ça te gêne pas. Tu sais, Non, c'est d'utiliser ça. un mauvais mot, puis on s'enfarge dans un mot, tu sais. Moi, tu sais, ça me fait sourire souvent parce que je sais exactement quel mot en français t'es parti puis quel mot tu cherches en anglais. Tu sais, un petit peu, mais des fois, non. Tu sais, moi aussi, j'utilise, même si mon anglais est pas pire, tu sais, j'utilise des mots que le monde me regarde, pas ça se dit pas de même, ou si tu l'utilises pas dans le bon contexte, ça arrive encore. Mais faut se plonger, tu sais, c'est pas de la chance. Et puis, j'encourage tout le monde qui nous écoute, puis là, ça sera pas les anglophones qui vont nous écouter, malheureusement. J'espère qu'ils vont nous écouter avec les sous-titres. Donc, ça, c'est pour vous. Tu sais, faut trouver une situation qui n'est pas confortable. OK? Tu sais, embrace it. OK? Vas-y comme ça. C'est comme ça que tu apprends une autre langue, c'est comme ça que tu t'améliores. Tu sais, moi, les gens au Canada, tu sais, surtout les gens d'Ouest ou même en Ontario, disent Ah, You speak French, you're so lucky. Voyons, chanceux. C'est pas de la chance. C'est comme ça, ben, tu sais, je parle français parce que je suis né au Québec dans une famille francophone, fait que c'est ma langue maternelle, je l'ai appris, je m'en souviens pas. Mais l'anglais, là, c'est pas mes parents qui m'ont appris ça. C'est moi qui voulais l'apprendre, fait que je suis allé l'apprendre. Puis c'est pas la classe d'anglais au primaire jusqu'en quatrième année qui me l'a appris non plus. Tu sais, puis là, je vois ça avec mes enfants, leur anglais, puis tout. Oui, ça te donne des affaires, mais là, faut vouloir. Donc, si on veut enseigner en français, puis on veut parler français, puis tout choses, ben ça s'apprend. C'est comme n'importe quoi d'autre. Fait que, tu sais, j'encourage le monde. Allez-y, allez l'apprendre le français. Il n'est jamais trop tard. Ou allez l'apprendre l'anglais, ou allez l'apprendre le mandarin, tu sais, des choses comme ça. Il y a toujours quelque chose de positif là-dedans. C'est que tu apprends quelque chose de nouveau, puis tu renchéris encore là tes habiletés. Tu montes ton habileté, puis tu vas apprendre quelque chose dans le processus sur toi-même, puis sur la matière que tu apprends, évidemment, puis comment tu ramènes ça dans ton enseignement de tous les jours, dans ta langue maternelle. Exact. Ça fait une C'est une bonne différence. gymnastique pour le cerveau aussi, puis ça Oui, c'est c'est même ça, prouvé. Là, je suis totalement. pas très calée là-dedans, mais j'ai déjà lu des articles qui montraient que plus jeune on apprend une langue, plus on développe certaines zones dans notre cerveau. Mais moi, je pense que ça peut être fait aussi à n'importe quel âge. C'est juste que peut-être que développer ces zones-là va être un petit peu plus long à ce moment-là. Mais je pense que c'est des habiletés qui, ensuite de ça, sont transférables à d'autres apprentissages. Tu sais, 100%. ton cerveau, Mm. c'est une éponge, puis ça va te permettre d'agrandir un petit peu tout ce que tu peux réceptionner en dedans comme information. Mm. Et on a plongé dans le sujet, puis on a passé, plusieurs, parties de ce que j'avais, pensé pour cette émission-là déjà. Puis, normalement, à peu près à la moitié du show, on fait ce qu'on appelle un palette cleanser. Là, on va dire qu'on est, à 98 du show, fait que mais on va le faire quand même parce que j'avais des bonnes questions ici pour ça. Pour ensuite, on va finir avec un petit résumé là, de qu'est-ce qu'on a touché, puis des petits trucs de pro pour la Let's suite go. des choses. Mais comment tu traduirais ça, un palette cleanser? Parce que c'est Ah, ça je qu'on fait pensais à mi-épisode. justement à ça, là. Tu me poses la question, je regardais ça. Tout de suite, tu sais, ça, c'est la gymnastique. Aussitôt que je l'ai vu, je me suis dit, comment je traduis ça? Un palette cleanser. Ben, nettoyant à palette, mais là, c'est sûr Et qu'il y a là, un les terme. palettes ou Ben, il y a un terme en restauration que, tu sais, qui est définitivement mieux utilisé. Tu sais, moi, je m'en vais toujours voir mon ami Google Translate ou mon ami ChatGPT des fois, tu sais, pour me mettre sur la piste un petit peu, là. moi, je dirais on nettoie la table Un ou on trou fait, normand, un trou dans ouais, ou hein? en remise en bouche, Un rafraîchissant remise en au palais. bouche. Mais le trou normand, OK. ça, c'est plus spécifique à un drink, ça, l'alcool ou un sorbet ou quelque chose. Oui, oui, oui. Mais c'est en fait OK, c'est intéressant parce qu'ils font le parallèle tout de suite avec, la nourriture, qui est un Ouais, terme très précis dans la gastronomie de dire: «OK, on fait comme ben, là, j'ai le mot en anglais, un reset de palais pour pouvoir mieux goûter». Donc, c'est bon, j'aime ça. On va garder trou ça de normand. même. Un trou Let's go. normand. Bon. Alors, dis-moi, est-ce que tu es plutôt, petite station perdue ou, grande destination, touristique? Ah, je les aime les 2. Mais je te dirais que plus, en vieillissant, parce que je trahis mon âge moi aussi, heu,
j'apprécie les petits coins perdus, je te dirais, là. Mhm. Puis je dis petits coins perdus, c'est pas négatif, là, tu sais, j'étais allé voir, où je suis allé cette année, là? À Sugarloaf au Nouveau-Brunswick. Tu sais, j'étais jamais allé à Sugarloaf au Nouveau-Brunswick, c'était à Campbellton, c'est plus proche du Québec que du Nouveau-Brunswick, c'est loin de partout, là. Tu sais, puis c'est pas gros, c'est pas petit, mais c'est gouvernemental, puis tu sais, il y avait c'était cool d'aller checker ces places d'aller, pas checker, d'aller voir ces places-là, puis tu sais, regarde, ça, c'est mon langage outaouais, là, les 2 Correct. langues, mais d'aller voir ça, donc j'ai vraiment apprécié d'aller voir, une autre installation, un autre coin de pays, tu sais, c'est une autre vibe, une autre communauté, mais on se rejoint parce qu'on est passionné des sports de glisse, soit en snowboard ou en ski, tu sais, fait que c'est vraiment cool d'aller voir ces petites communautés-là, mais on se rejoint parce que, tu sais, on est des passionnés de sports de glisse. Mhm. Fait que j'aime bien ça aller dans ces places-là en Atlantique, dans les régions atlantiques qui ont des beaux spots, puis aussi au Québec, tu sais, je me suis pas promené autant que j'aimerais, mais juste l'année passée, je suis allé au Mont-Grand-Fond. C'est pas touristique, puis c'est pas un petit coin non plus. C'est comme un peu entre les 2, mais tu sais, j'étais déjà allé il y a jadis, mais tu sais, on est allé avec les enfants, puis on a trouvé une coupe de runs qui ont vraiment trippé, puis là, ils en parlent depuis. Fait Oui, que c'est 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 ça. vraiment des petites choses, qu'on va voir. Donc je les aime les 2, tu sais, les grosses stations touristiques, c'est le fun d'avoir beaucoup de terrains skiables. Ça, c'est cool. Puis regarde, on se promet, OK, on s'en va vers ce lift-là, tu sais, quand tu vas en Europe, des choses comme ça. Tu regardes au loin, je vois un lift là-bas, on s'en va jusque là-bas, ou on s'en va dans le prochain village, tu sais, fait que ça devient c'est une aventure, là, se promener des choses comme ça, ou même juste avec Tremblant ou le Massif, tu sais, des places que tu descends plus longtemps, puis tu as plus de choix, puis des choses. Fait que ça, c'est le fun aussi. Fait que je les aime les deux, sauf que, tu sais, je ne trippe pas vraiment sur les grandes foules, là. Tu sais, quand il y a beaucoup de monde, Mhm. là, je suis correct avec ça, mais jusqu'à un certain point, à un moment donné, je me tanne. Ça, c'est ça. Ben, je répondrai pas à la question parce que j'aurais probablement, copié-collé de ta réponse pour les Ah! mêmes raisons. Moi non plus, je suis pas une grande fan des grandes foules et plus la saison avance, plus c'est vrai. J'aime bien ça, aller me perdre dans le bois. Fait que souvent, je vais avoir tendance à aller justement quand c'est très occupé, c'est là où on va me trouver dans les grandes stations. Ce sera, dans le bois ou dans les pistes les moins fréquentées, par exemple, et je vais Mhm. spécifiquement, m'assurer de choisir là ces ces aventures-là pour la journée. Mais aussi, je viens quand même un petit peu impatiente, quand, je dois attendre en ligne longtemps, parce que j'ai Ouais, l'impression de pas faire de ouais, sport. Donc, ouais. là, c'est ça, je me tiens puis dans la ligne puis j'attends. Mais les petites, stations, perdues étant, la connotation étant, plus à découvrir que perdues. Donc, les petites stations joyaux là, qu'il y a un peu partout, ça, je trouve ça toujours, attirant aussi pour, des raisons très semblables à ce que tu as dit, tu sais, petite station, grande passion, on le dit souvent Ouais. dans l'industrie, puis c'est vraiment le fun d'aller découvrir ces endroits-là. Totalement. Deuxième question, le meilleur conseil que tu as reçu en tant que moniteur dans ta carrière? Probablement que, leur prouesse technique, les clients dans ta leçon, là, leur prouesse technique dans le temps que tu les as pour la journée ou pour 2 heures ou whatever, ça devrait pas être ça le but de la leçon. Tu sais, souvent au début, en leçon de snowboard ou ski, on va dire OK, lui, là, ce client-là, tu vas voir, j'ai une leçon privée en 1 heure, là, on va faire des virages. Tu sais, puis là, ça devient ton but, là. Tu sais, ton but, c'est le Mmh. but technique. Mais là, tu oublies vraiment pourquoi la personne est là. Oui, ils sont là pour apprendre à faire du snowboard, mais plus que ça, là, sont en vacances ou, tu sais, sont là pour avoir une expérience, sont là pour être avec toi. Tu sais, puis il y en a des leçons que sont là, non, non, moi, je veux faire ça, dis-moi ce que je fais de pas, puis ils gardent vraiment ça, puis ça, c'est correct, ça arrive. Mais souvent, je me suis retrouvé à, tu sais, être focusé sur, tu sais, OK, il faut vraiment faire des virages à la fin d'une heure. Là. Si on n'a pas fait de virage, ça veut dire que je fais pas ma job comme il faut, puis ils seront pas contents, puis whatever. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment plus l'expérience, puis, tu sais, les côtoyer, puis comment ils vont se sentir en ta présence, puis comment ils repartent de là. Ils ont eu une belle expérience. Ils se rappellent peut-être de ce qu'ils ont appris, peut-être pas, mais ça, c'est pas grave. They had a good time. Tu sais, ils ont eu du bon temps avec toi. Là, ils veulent revenir l'année prochaine. Ils disent, hey, on avait eu du fun avec Luc, on va retourner avec Luc. Qu'est-ce que tu as appris? Je sais pas, mais on a eu du fun, puis tu sais, on va apprendre d'autres choses, j'en suis sûr. Puis,
Ça a été quelqu'un qui m'a dit ça assez rapidement, là, quand ma première saison d'enseignement. Ben, être un bon guide, finalement, Ouais, c'est ça un exact. peu le conseil. Tu es tout le Je temps le dirais guide, mais tu es pas tout le temps le moniteur ou la monitrice. C'est ça que je mmh me dis souvent. Tu es toujours en train de les guider, mais des fois, il faut que tu prennes un break. J'aime ça, j'aime bien Ouais. ça. On va finir cette, émission-là sur, nos trucs de pro. Donc, on a parlé beaucoup, on est allé vraiment dans le détail, d'utiliser une deuxième langue, puis, comment est-ce qu'on peut utiliser cette situation-là à son avantage? Ça serait quoi ton meilleur truc, ou tes meilleurs trucs de pro? Oui. Moins de mots, plus de précision, puis, Mhm. ça va aider à avoir une meilleure, stratégie de communication. Ouais, Bien, définitivement. dans les 2 langues. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est comme on se concentre sur ce qui est important dans ce sens-là. Tu sais, les mots-clés, les mouvements clés, tu sais, des choses comme ça, puis tu sais, les démonstrations. Ça, tu sais, faites une bonne démo, puis faites-la souvent. Comme ça, Mmh. tu sais, ça épaule l'explication, tu sais, même si elle est tout petite ou on se comprend pas super bien, ça va l'épauler comme ça. Donc, moi, je dirais ça, mon point. Donc, pour bien aller avec le tien, mots-clés, puis avec ça, des démonstrations bien faites et puis faites souvent. Pensez au cycle d'apprentissage, OK? Skippez pas la démo à chaque fois. La roue, Ouais, continuez à spinner la roue comme ça. c'est ça. Prendre ça, moi je dirais aussi prendre ça un petit peu en termes de communication, c'est comme tout le reste, prendre ça comme un jeu un peu, puis de pas chercher la perfection. Je pense que c'est pour moi, c'est ça the big thing là, à se souvenir. Prendre ça comme un jeu, pas chercher la perfection, chercher plutôt à comprendre puis à être compris. Puis, au besoin, ben, chercher des ressources à utiliser, que ce soit des applications d'apprentissage de la langue. Il y en existe de toutes sortes aujourd'hui qui sont vraiment axées sur, la conversation. Ça peut être prendre des cours, ça peut être chercher, du mentorat, de l'aide justement pour obtenir, certains de ces conseils-là, mais aussi pour avoir un peu là, l'avis, d'expérience personnelle de différents collègues de l'industrie, par exemple. Puis mon dernier truc, ça serait, ben, continuer à vous donner des défis de la communication, que ce soit dans votre langue maternelle que vous enseignez, donnez-vous des défis pour être toujours plus précis, plus efficace, puis inspirez-vous de vos défis dans votre deuxième langue que vous êtes en train d'apprendre pour améliorer votre langue maternelle. Je pense que ça, c'est vraiment tirer avantage de la situation. Définitivement. Je suis d'accord avec ça, 100%. Ben, merci beaucoup, Luc. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à Manuela. Désolée, auditeur, que Manuela n'a pas pu continuer pour aujourd'hui. Puis, si vous avez aimé cet épisode-là, ben, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de nous laisser une note ou un commentaire. Puis, si vous avez des idées d'épisodes ou des invités à suggérer, des sujets que vous aimeriez qu'on traite à Dropping Next, ben, écrivez-nous à podcast à commercial acms.com. Et puis, bien, à bientôt pour un prochain épisode.